La reconversion et la promotion en alternance, alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on va passer là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, mais les invariants, puisque l'ordonnance là, du 21 août a transformé assez profondément le dispositif. Les invariants, c'est toujours pour les salariés en CDI, donc c'est un dispositif pour les gens qui sont déjà là. Pour des gens, alors on a changé, j'ai retraduit la nomenclature, hein, les niveaux qu'on était habitués à utiliser, c'est-à-dire niveau 5 CAP, niveau 4 bac, etc., on les a inversés, on était dans l'ordre inverse européen, on s'est remis dans le même ordre que tout le monde. Donc le niveau 1 et 2, c'est infra CAP, le niveau 3, c'est CAP, 4 bac, ça ne change pas, c'est le seul qui ne change pas, et après 5, 6, 7, 8 pour les niveaux supérieurs. Donc là, niveau 5 validé, donc bac plus 2, maximum pour entrer dans le dispositif. Et ce que l'on peut faire, c'est de la VAE, du socle de compétences ou des actions donc, qui vont être définies par accord de branche. Alors, la VAE ne sera possible que sur les certifications visées par l'accord de branche. Elle n'est pas possible en tant que telle pour tout diplôme ou pour toute certification. Elle sera possible que pour... Par contre, le socle de compétences, lui, il fonctionne de par la loi. Donc ça, c'est éventuellement quelque chose que l'on peut prévoir, que l'on peut faire. Ça peut fonctionner. L'accord pourra prévoir, contrairement à ce qui existait avant, qu'on pourra financer les salaires. On devra avoir un décret qui plafonne au SMIC maximum, mais c'est déjà ça, la prise en charge des salaires sur ce dispositif. Il faudra voir si l'accord est étendu, s'il le prévoit, et à quel moment. Donc, si vous voulez faire des actions qui relèvent du socle de compétences, vous pouvez toujours le faire. C'est pas fermé. Tout le reste, il faut attendre l'accord de branche. Il y a des négociations dans la branche qui sont engagées. Comme elles sont compliquées, et accessoirement d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, j'en profite à l'occasion de la négociation de branche, est en négociation la question de la contribution spécifique au financement de l'apprentissage qui vous est propre et qui va au 3CA. Pour l'année 2019, elle était comme les années précédentes, mais cette cotisation, elle est prévue par la loi, obligatoire du fait de la loi, mais son montant est fixé par un accord. L'accord s'arrête fin 2019. Donc pour 2020, il faut décider de plusieurs choses. Un, dans le contexte nouveau où l'obligation légale est différente, c'est quel va être le taux de cette cotisation. Deuxièmement, est-ce que ce sera déductible ou pas, et en totalité ou pas, de vos obligations légales. Ça, l'arbitrage appartient au gouvernement. La position actuelle, c'est que la déductibilité à 100% n'est pas une hypothèse de départ. Et si jamais il n'y avait pas de déductibilité légale totale, eh bien pour les artisans et pour les entreprises du bâtiment, il pourrait y avoir une imputation sur les obligations conventionnelles qui existent, donc ça n'augmenterait pas les charges. Par contre, pour les boîtes de TP, il n'y a pas d'obligation conventionnelle, donc ça viendra en plus. Donc il y a cette équation-là à régler. Alors ça s'arbitre entre la branche, mais aussi le gouvernement, qui, au final, a la main sur ce qui est une cotisation légale, même si le taux est négocié par les partenaires sociaux. Donc vous avez une petite inconnue, quand même, en termes de cotisation, sur la cotisation spécifique apprentissage pour l'année 2020, c'est pas arbitré. Et comme il faut arbitrer là-dessus, revoir évidemment les accords de branche formation et se prononcer sur la PROA, eh bien on a des négociations qui sont programmées jusqu'à la fin de l'année, donc ça pourrait venir relativement vite, mais vous savez, les négociations, on sait quand ça commence, c'est pas toujours quand ça finit. En tout cas, on le maîtrise pas toujours. Voilà sur ce dispositif-là ce que l'on peut faire aujourd'hui. On va passer, si ça vous convient, au dispositif qui va évoluer dans 2 mois. Dans 2 mois. Alors, les questions, c'est... mais vous remarquez que c'est une constante. Sur le CPF, une entreprise qui ne veut rien faire peut ne rien faire. Elle annonce à ses élus qu'elle n'a pas de politique dans ce domaine, qu'elle n'abondera pas, enfin bref, qu'elle ne participe pas, que c'est un droit personnel du salarié, qu'il y a une application et qu'il peut aller voir dessus toutes les infos pour savoir ce qu'il peut faire, etc. Et qu'elle, elle ne s'en occupe pas, ça ne la regarde pas. Bon, je peux avoir cette première position. Après, je peux en avoir une autre qui consiste à dire, je peux
après c'est par palier, je peux être incitatif pour les salariés, je peux être informatif, je peux faire qu'ils ne passent pas à côté de leurs droits, je peux les aider à l'utiliser, c'est pas si simple, mais je peux aussi avoir une politique plus active et qui peut aller jusqu'à la négociation d'un accord, mais il va falloir tenir compte que tout ceci va se gérer maintenant en mettant dans le circuit l'appli CPF. Donc on va regarder les modalités concrètes si vous voulez faire quelque chose de travail avec ça. Alors, la monétisation, c'est depuis le début de l'année, des euros à la place des heures, ça j'y reviens pas. Et c'était un objectif, c'est que on ne soit plus obligé, et d'ailleurs l'appli CPF va prévoir ça, on n'est pas obligé d'acheter une formation avec une quantité, il peut y avoir un forfait. Je vais pouvoir acheter pour 1000 € une prestation qui n'aura pas de durée prédéterminée, mais qui sera un forfait arrivé à tel objectif, à telle compétence, et dont la durée ne sera plus le marqueur principal. Alors, première action pour les entreprises, et première question, est-ce que vous aidez ou pas, et de quelle manière vous le faites, si vous avez décidé de les aider, les salariés à saisir leurs heures de DIF avant la fin de l'année 2020. Alors, il reste 15 mois. Les gens qui travaillaient chez vous, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui étaient déjà là en 2014. Donc, du coup, vous avez l'info, au moins pour cela, vous avez l'info de ce qu'étaient leurs heures de DIF. Vous avez leur numéro de sécu. Vous le voyez venir. Bref, vous seriez capable de faire vous-même la démarche d'inscrire leurs heures en activant leur compte s'ils ne l'ont pas fait et de leur donner ensuite leur mot de passe pour qu'ils le changent, que ce soit leur compte, etc. Mais de faire le truc. Bon, ça, quand je dis ça, donc les RH normalement constitués me disent « tu es fou, c'est pas possible, RGPD, droit, personnel, trucs », jamais. On ne le fera jamais. Certains disent « je veux bien le faire », mais d'abord, il faut que j'ai l'accord individuel de chaque salarié concerné. Donc je recueille les accords des gens, et plutôt que de leur expliquer qu'il faut aller... Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont diffusé de l'info. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux gens, il faut que vous saisissiez vos heures, il faut que vous activiez les trucs, etc. Alors je ne sais pas, pour ceux qui ont fait ça, quels sont les taux de transformation que vous avez obtenus, mais en général, c'est 5 à 10%. C'est-à-dire on informe les gens, et puis on s'aperçoit qu'après, quand on va voir qui l'a fait, etc., on en a une très faible quantité. Donc du coup, je n'arriverai jamais à faire que les gens le fassent effectivement dans une proportion importante. Alors soit je dis, bah, tant pis pour eux, mais c'est peut-être aussi un peu tant pis pour moi, parce que potentiellement il y a quand même 1800 € qui sont mobilisables pour des formations, qui peuvent être des formations d'intérêt partagé, sur lesquelles je peux moi aussi récupérer cette partie de cofinancement si on arrive à s'entendre. Donc, le premier travail, c'est est-ce que je ne m'en occupe pas. Vous allez avoir, là aussi il y a un petit créneau, une petite fenêtre de tir. Avec le lancement de l'appli, on va avoir la campagne gouvernementale. Donc radio, télé, presse, etc. Donc pendant quelques temps, on va entendre parler du CPF régulièrement. Alors est-ce que vous saisissez cette occasion-là pour dire aux gens, ben voilà, vous voyez le CPF, on entendait parler partout, il faut faire la démarche, il faut le truc, etc. Et d'ailleurs, on vous redonne l'info pour que vous puissiez saisir les heures, pour ceux qui donc avaient du DIF, en tout cas étaient présents chez vous en 2014. Ou alors vous ne faites rien, vous laissez les choses se faire. Actuellement, on a 25% des salariés qui ont activé leur compte. Ça veut dire que donc 75% ne l'ont pas fait sur les presque 20 millions de salariés du secteur privé. Donc ça, première question. Deuxième question, l'appli. Alors, à partir du moment où l'application va être lancée, donc fin novembre, dans ces eaux-là, entre mi-novembre et début décembre, il va falloir passer par cette application pour les salariés pour pouvoir formuler leurs demandes. Et on vient d'ouvrir ce process-là presque à date prévue pour les organismes de formation. Ils ont déjà accès, eux, à l'application pour qu'ils saisissent leur offre. Parce que si on pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec le CPF? La réponse officielle, c'est toutes les formations qui conduisent à une des 10 000 certifications qui sont dans le RNCP, donc titre au diplôme, ou une des 3 000 certifications qui sont dans le répertoire spécifique, c'est-à-dire les certifications non diplômantes. Donc le potentiel est énorme. En réalité, il va se restreindre.
parce que seules les formations que les organismes auront rentrées dans l'application seront éligibles, puisque c'est les seules qu'on va trouver et qu'on pourra acheter avec ça. Et donc, il faut que la réponse à la question va un peu se transformer, c'est qu'est-ce que je peux faire avec le CPF et tout ce que tu trouves dans l'application. Donc, les organismes vont saisir, renseigner leur offre, etc. Et ensuite, et c'est là que va se poser la question comment on articule une politique d'entreprise à ça, les salariés sont censés trouver la formation avec l'appli, envoyer une demande d'inscription à l'organisme, ou à plusieurs, que l'organisme réponde sous 48 heures, et que le salarié confirme dans les 5 jours. Et une fois qu'il a confirmé, il est inscrit définitivement. S'il n'y va pas, l'organisme est payé quand même, vous voyez, et il est débité de ses droits. C'est-à-dire qu'on impose aux organismes des délais de réaction très courts, mais après on leur garantit qu'une demande validée sera une demande qui s'exécute avec la ressource à la clé, pour essayer de sécuriser un peu le process. Bon, c'est un peu rigide, hein, pour reconnaître, c'est pas le plus souple, mais en même temps, si on veut que ce soit pas tout et n'importe quoi, je m'inscris à 3 endroits à la fois, et puis au final, à un moment donné, il faut bien mettre quelques rigidités. Je ne sais pas si c'est les bonnes, mais si les taquets et les curseurs sont au bon endroit, mais enfin, peut-être que ça évoluera. Et ensuite, quand la formation est réalisée, la caisse paie directement, avec les droits du salarié, le prestat. On va voir si ils respectent, ils sont soumis normalement 30 jours, hein, comme ils sont censés payer. Bon, on va voir s'ils respectent. Mais pour une entreprise, là, j'ai pas mis... non, manque un petit schéma, c'est pas grave, je vais vous le faire comme ça. Vous avez 3 possibilités. Si les salariés, enfin si vous n'avez pas envie d'avoir une politique, comment dire, d'accompagnement financière ou en temps, mais que vous quand même, vous voulez un peu faciliter la vie de vos salariés, vous pouvez, si vous avez des fournisseurs ou des prestataires qui ont rentré leur offre là-dedans, vous pouvez dire au salarié ou lui donner le code de la formation, qu'il n'est pas à la chercher, hein, que le prestataire peut vous fournir. Vous pouvez même avoir négocié un tarif pour le compte de vos salariés. Dans l'appli, le tarif qui va être affiché, c'est le tarif public. Donc, pas une formation qui sera affichée à 2000 €. Mais si vous avez négocié avec le prestat que pour vos salariés, ce n'est pas 2000 €, c'est 1000, le salarié va s'inscrire, il va s'inscrire sur un truc qui vaut 2000 €, mais l'organisme ne facturera que 1000 à la Caisse des dépôts, qui ne paiera que 1000. C'est-à-dire que la Caisse a prévu que la facturation effective puisse être inférieure au tarif public affiché. Donc elle a inclus la notion de ristourne et de remise. Mais par contre, je ne peux pas les faire apparaître. Vous voyez bien que je ne peux pas faire un tarif par entreprise qui aurait négocié, etc. Donc, il y a une manière de rendre service aux salariés, qui est de leur dire, ne vous embêtez pas à aller chercher, nous les organismes, on les connaît, on a des prestataires, etc., qui ont des offres qui peuvent vous intéresser, on vous les met à disposition. Si ça vous intéresse, passez par l'appli, vous mettez le truc, et vous aurez éventuellement un tarif préférentiel en plus pour suivre ça. Donc vous pourriez avoir ce type d'intervention qui ne vous coûte rien en argent, qui vous coûte un peu en temps, mais qui peut rendre service à vos salariés, qui peut les guider, qui peut les aider, qui peut leur simplifier la vie. Bref, vous leur faites un catalogue avec les codes, et ça facilite l'accès. Deuxième niveau, si vous voulez intervenir financièrement, c'est-à-dire que chacun paie une partie, ben, ça va donner la même chose. Vous allez dire, si le prix public c'est 2000 et que j'ai négocié, moi, que pour moi c'est 1005, je peux parfaitement dire, je paie 1000 à l'organisme, il ne reste que 500 à la charge du salarié, je lui fais un catalogue où il voit que c'est 500, il va s'inscrire, il faut le prévenir qu'il ne s'alarme pas parce qu'il va voir 2000, mais il ne sera facturé que 500. Donc techniquement, c'est pareil, on peut le gérer comme ça. À partir du printemps prochain, vous pourrez le gérer sur une autre modalité, c'est-à-dire que le portail entreprise devrait être ouvert et vous aurez la possibilité de faire des versements sur les comptes des salariés. Donc, ce qui veut dire que pour la même formation négociée à 1500 €, vous pourriez dire, je mets 1000 € sur le compte du salarié, on prend les 500 qui restent sur son compte et c'est la Caisse des dépôts qui paie tout. Ce qui vous évite d'avoir à gérer la facturation d'ailleurs. Vous envoyez à la Caisse des dépôts la liste des salariés avec leur numéro de sécu et les montants que vous voulez mettre et le versement global, et elle ventilera sur les comptes des salariés. Donc ce sera une deuxième manière de gérer
cette politique-là. Sachant que vous pouvez continuer la première. Hein. Les gens ne mobilisent qu'une partie de leurs droits et moi je paie en direct mes prestats. Et ça fait 2 facturations à gérer au lieu d'une. C'est comme vous voulez. Et d'ailleurs, ça vous donne une autre possibilité. Si vous avez des salariés qui ont un peu d'appétit pour la formation, c'est quand même la condition, et qui ont des projets, mais peut-être pas immédiats, peut-être futurs, de se former, en tout cas qui seraient intéressés par le fait d'avoir un petit capital formation. Les versements que l'on va faire sur les comptes personnels des salariés, donc Bercy l'a confirmé, seront nets de tout. Ce n'est pas du salaire, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôt. Donc, pour quelqu'un qui a un projet de formation, vaut mieux un versement sur le CPF qu'une prime. Vous pouvez acheter de la formation pour vos salariés, il n'y a pas de problème, et vous n'aurez pas non plus d'impôts et de charges. Mais si vous achetez de la formation, il faut que les gens la consomment tout de suite. Je ne peux pas acheter de la formation 3 ans à l'avance. Si vous voulez leur constituer un capital pour la formation, ce sera possible à tout moment. Pour dire, cette année, je mets 500 € sur le compte du salarié, et il verra quand est-ce qu'il l'utilise. Et c'est un système qui est donc exonéré de tout, donc qui peut être à la limite un outil de rémunération, ou je pense un outil de négociation pour la gestion des départs aussi. Plutôt que de vous verser une indemnité qui va être assujettie, qui vous crée un différé avec l'assurance chômage, etc., ben, je vous en mets une partie sur le compte personnel. Si vous avez un projet de formation, ça permet de vous le financer. Ouais. Il y a des seuils, il y aura des seuils Pour l'instant, il n'y en a pas.